Le détroit d'Ormuz, c'est un passage où passe 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% de la consommation de gaz naturel liquéfié. Donc c'est un passage absolument stratégique, et même si tous les pays ne dépendent pas du pétrole ou du gaz naturel liquéfié provenant et passant par le détroit d'Ormuz, ça a des conséquences terribles parce que le manque de ces 20% de manière globale conduit à une explosion du marché du gaz naturel liquéfié et du pétrole. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Fabien Bouglet, spécialiste de politique énergétique. Vous êtes auteur. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial qui est publié aux éditions du Rocher. On est un peu dans une phase d'incertitude après les déclarations de Donald Trump et on va dire le gel de son ultimatum autour du détroit d'Ormuz. Mais on va tout de même parler de ce détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz est véritablement bloqué, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, quel est l'impact sur on va dire sur l'ensemble de la production, de l'acheminement de pétrole, de gaz, d'énergie à travers le monde, ou on va dire en particulier dans les pays occidentaux? En fait, le détroit d'Ormuz, c'est un passage où passe 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% de la consommation de gaz naturel liquéfié. Donc c'est un passage absolument stratégique, et même si tous les pays ne dépendent pas du pétrole ou du gaz naturel liquéfié provenant et passant par le détroit d'Ormuz, ça a des conséquences terribles parce que le manque de ces 20% de manière globale conduit à une explosion du marché du gaz naturel liquéfié et du pétrole. Donc ce sont tous les pays consommateurs de pétrole et de gaz qui pâtissent en quelque sorte de la non-possibilité de passer par le détroit d'Ormuz. Et on l'a vu d'ailleurs dès le début de la guerre en Iran, une augmentation du pétrole de 50% et une augmentation, un doublement de la facture du cours du gaz depuis le 28 février. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que on avait le sentiment que des événements tels que la crise pétrolière qui s'était produite au moment de la guerre d'octobre 73, il y a plus de 52 ans, eh bien c'était quelque chose qui n'était plus d'actualité aujourd'hui parce que on va dire tous les pays avaient diversifié leur production d'énergie et que eh bien on ne pouvait pas se retrouver dans une situation d'escalade de hausse sensible du prix du baril de pétrole. Or là, on voit que finalement, c'est un peu la même chose qui est en train de se produire. Comment vous expliquez cela ? Vous avez raison de mettre en liaison les événements d'aujourd'hui et la guerre du Kippour avec exactement les mêmes acteurs, en tout cas pour ce qui concerne Israël et les États-Unis. Et c'était les pays de l'OPEP qui s'étaient vengés en diminuant les cours du pétrole, en diminuant la production de pétrole et en augmentant le prix du pétrole, ce qui avait fait que le pétrole avait été multiplié par 7 et qu'il y avait eu une crise économique mondiale majeure à ce moment-là, ce qui avait conduit d'ailleurs certains pays comme la France à développer son nucléaire civil. En réalité, le point de départ de toute cette guerre de l'énergie, c'est le sabotage de Nord Stream. On l'a un peu oublié parce que on est dans la relation Est-Ouest, également dans une guerre de l'énergie. Mon livre Guerre de l'énergie évoque cette tension énergétique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et en réalité, on a vu ces dernières années la tension qui existe sur la maîtrise de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le besoin énergétique des pays, de tous les pays dans le monde, est lié à la géopolitique et est lié à la gouvernance et à la souveraineté énergétique. Un pays qui ne dispose pas de pétrole, de ressources énergétiques, voit sa souveraineté énergétique baisser. Et en même temps, on voit que l'énergie est au cœur des guerres. Par exemple, en Ukraine, on a vu la Russie détruire 75% des capacités énergétiques et électriques de l'Ukraine avec des rétorsions inverses. Et on voit là que l'Iran a pour riposte, en quelque sorte, de dire « Eh bien, je reçois des missiles des États-Unis et de l'Iran, et d'Israël, pardon, eh bien, je fais une rétorsion énergétique pour pouvoir impacter l'ensemble du monde, pour qu'il y ait une pression géopolitique. » On voit que l'énergie
constitue et constituera, je l'ai mentionné dans mon livre, un enjeu absolument majeur des futures guerres, même s'il y a d'autres raisons pour lesquelles il peut y avoir des guerres. Alors, l'Iran, est-ce que l'Iran a d'autres leviers de pression que le détroit d'Ormuz ? Parce que finalement, c'est un très grand producteur de pétrole, mais le pétrole que l'Iran produit, en raison des sanctions économiques qui lui ont été imposées au cours des 20 dernières années, il est dirigé plus ou moins légalement vers d'autres puissances. Si je ne m'abuse, vers la Chine, vers l'Inde. Vers la Chine, oui, vers la Chine. Ouais, le pétrole vers la Chine. Mais ça n'a pas d'impact, sur l'Occident, on va dire. Ah ben, le pétrole qui est livré de l'Iran vers la Chine ne pose pas de questions sur l'Occident, ouais. Mais la tension globale, c'est-à-dire le fait de réduire les capacités, soit alors les États-Unis achètent tout de même du pétrole venant du détroit d'Ormuz. La tension qui existe avec ce nœud névralgique du détroit d'Ormuz constitue une tension de marché, incontestablement. Parce qu'aujourd'hui, tous les marchés sont mondialisés sur l'énergie. Donc, même si, par exemple, l'Europe n'utilise pas beaucoup de pétrole ou de gaz provenant du détroit d'Ormuz ou provenant d'Iran, mais pour autant, la tension générée par la problématique actuelle de la riposte iranienne a des conséquences économiques incroyables en France, en Europe, dans tous les pays dans le monde. Alors, vous parliez de levier de l'Iran autre que l'énergie, effectivement. Ça, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on voit que ce dont parle Donald Trump, c'est bien la libération du détroit d'Ormuz. Donc, c'est un enjeu absolument majeur. Oui. Et puis, il y a l'autre volet, mais qui a été réduit dans sa puissance, qui est le fait pour l'Iran de disposer de la bombe atomique et donc grâce à son enrichissement d'uranium. Oui. Donc c'est les deux leviers, je dirais, de puissance dont peut disposer ou dont aurait pu disposer l'Iran. Alors justement, vous parlez du nucléaire. Est-ce que finalement cette crise, elle ne dévoile pas une incompétence de certains, on va dire, de certains gouvernements à s'orienter plus massivement vers une énergie nucléaire qu'on n'a pas besoin de transporter par le détroit d'Ormuz ? Vous avez parfaitement raison, et c'est pour cette raison qu'en France, les mêmes causes ayant les mêmes effets, Mesmer, qui était le Premier ministre français, donc là, la guerre du Kippour, elle a eu cette conséquence de voir que le pétrole pouvait devenir une arme de guerre, et en contrepartie, la France a déployé son programme nucléaire civil qui a conduit à la construction de 58 réacteurs nucléaires, ce qui fait que pour son électricité, la France ne dépend pas des énergies fossiles, ou du moins de manière marginale. Et effectivement, ce que vous soulignez est tout à fait exact, et c'est probablement pas anodin que la patronne de la Commission européenne, Madame von der Leyen, et Emmanuel Macron aient réaffirmé dans des déclarations récentes l'intérêt du nucléaire civil. Alors moi, j'ai écrit des livres nucléaires, les vérités cachées, qui mentionnent bien cette problématique et qui mentionnent bien le fait que l'Europe, parce qu'il y a une chose qui est très importante qu'il faut souligner, c'est que l'Europe dépend de 58% de ses importations d'énergie pour sa consommation. Les États-Unis sont autonomes énergétiquement depuis 2019, la Russie est autonome depuis des années, la Chine dépend de 15% de ses importations pour sa consommation. Donc le gros bloc qui est en situation de faiblesse, c'est vraiment l'Europe. Et si l'Europe est en situation de faiblesse sur son énergie, elle est en situation de faiblesse politique, et on s'en rend compte actuellement. Donc il faut diminuer cette dépendance énergétique, et la France fait partie des pays qui a une moindre dépendance énergétique, puisqu'elle ne dépend que de 44% de ses importations d'énergie pour sa consommation. Et vous avez parfaitement raison, le nucléaire civil est le moyen le plus approprié pour pouvoir diminuer notre dépendance énergétique, comme nous l'avons fait dans les années 70. Après, on ne va pas revenir sur l'histoire. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons malheureusement abandonné, qu'il y a eu des trahisons en France sur le sujet. Mais le nucléaire, moi j'ai évoqué dans un article dans Spectacle du Monde la nécessité de développer un grand plan nucléaire européen
qui justement permettrait d'éviter ces tensions. Et puis il y a l'autre volet qui est la diversification, c'est-à-dire la diversification des approvisionnements en pétrole ou en gaz. Le fait d'avoir abandonné l'activité de Nord Stream, le fait de ne plus acheter, ou du moins en grande quantité, du gaz ou du pétrole russe, ou des fois même on l'achète de manière indirecte, eh bien ça conduit tout aussi à une tension sur les prix. Donc en réalité, le problème d'aujourd'hui, c'est pas tant un problème d'approvisionnement, parce qu'il y a du gaz et il y a du pétrole. C'est le problème que le resserrement de cet approvisionnement conduit à une explosion des prix et ont des conséquences ensuite sur la facture énergétique et sur l'inflation de tous les produits de consommation de l'agriculture ou des transports. Alors, on ne sait pas où on en est concernant cette guerre avec l'Iran, mais à supposer que on s'achemine vers une sorte de cessez-le-feu, ou en tout cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran, quels sont les leviers de pression cette fois des Américains sur les Iraniens en matière énergétique? Parce que est-ce qu'il y a moyen de faire plus pression que ça a été fait jusqu'à présent en termes de sanctions? De toute façon, on est dans une guerre, donc il peut y avoir une maîtrise militaire du détroit d'Ormuz. Il est évident que c'est un enjeu absolument fondamental. C'est doublement fondamental pour les États-Unis que, à la fois, il y a le maintien et la maîtrise du détroit d'Ormuz pour l'économie mondiale, mais pour les États-Unis, ce qui intéresse les États-Unis, c'est le fait de pouvoir disposer d'une maîtrise des ressources énergétiques pour contrebalancer la puissance de la Chine en matière de terres rares et de métaux rares. Donc, ça explique les événements au Venezuela, ça explique l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland, et ça explique en partie, ça n'est pas que la question énergétique pour la guerre en Iran, l'action des États-Unis en Iran. Le 15 février dernier, Donald Trump a créé le Conseil national de la domination énergétique. Donc, je dirais la feuille de route énergétique de Donald Trump est tout à fait fixée. Les leviers diplomatiques me semblent un peu compliqués aujourd'hui, puisque on est au cœur quand même d'une guerre. On peut imaginer que Donald Trump ait une visée tout à fait volontaire de maîtrise du détroit d'Ormuz, comme les États-Unis et l'Union soviétique ont souhaité maîtriser le passage du canal de Suez en 1956 et en 1957 avec la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Donc on revient, si je puis dire, dans ces grands enjeux. Après, l'Iran n'a pas un intérêt majeur actuellement, je parle militairement, à laisser le passage du détroit d'Ormuz, parce qu'il sait que s'il laisse la possibilité aux navires de passer le détroit d'Ormuz, ça lui donne une arme économique et énergétique très très puissante. Ça lui supprime cette arme. Donc, je dirais que il y a peu de chances que diplomatiquement l'Iran cède le passage du détroit d'Ormuz, où ça signifierait tout simplement une victoire pour Donald Trump. Donc on peut imaginer, alors là je suis pas devin, je suis pas Madame Irma, mais on peut imaginer que l'Iran va rester arc-bouté sur le passage du détroit d'Ormuz et que la solution ne puisse être que militaire, donc avec un enflammement de la guerre au niveau du détroit d'Ormuz. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on est dans l'incertitude actuellement et que d'un côté on entend ces bruits de négociations entre les États-Unis et l'Iran, et de l'autre côté on entend aussi des bruits de bottes du côté des Américains qui acheminent des forces terrestres, même des fantassins. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant le début, donc le 27-28 février de mémoire, de la guerre en Iran, Donald Trump continuait à négocier et à avoir un agenda de négociation diplomatique avec un agenda de préparation de la guerre. Voilà. Il y a aussi, d'un point de vue de stratégie, un brouillage et un brouillard informationnel qui est aussi transmis
médiatiquement par les États-Unis pour ne pas donner à ses adversaires le calendrier des opérations qu'il est censé mener. Ça, on l'a bien. On est à la fois un double discours, voire un triple discours. Vous incluez d'une certaine manière dans les appréciations des spécialistes israéliens que nous avons entendus dès ce matin ici et même dans la presse israélienne qui disent effectivement attention, méfions-nous. Trump nous a déjà habitués à ce genre de manœuvres, de détournement d'attention pour ne justement aller attaquer le détroit d'Ormuz. Donc on va rester prudent sur ces développements. En tout cas, merci beaucoup Fabien Bouglet de nous avoir éclairé sur l'importance, on va dire, du dossier énergétique dans ce conflit. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial qui est paru en 2023 et qui est, je suppose, encore plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, c'est fait un plaisir.